Voilà, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être resté pour cette dernière table ronde qui, j'en suis sûr, sera passionnante. Donc, vous vous rappelez peut-être, il y a un peu plus d'une année, Twitter prenait la décision de geler puis de supprimer le compte de Donald Trump, alors encore président des États-Unis. Et cette décision faisait suite, évidemment, aux événements du Capitole, pas uniquement, mais notamment suite aux événements du Capitole qui ont bouleversé et marqué beaucoup d'entre nous et qui servent un peu aujourd'hui de piqûre de rappel des dangers que peuvent constituer la circulation d'informations fausses ou hyper partisanes pour la démocratie. Alors, évidemment, cette mesure de la part de Twitter, puis d'autres réseaux sociaux, s'appelle aujourd'hui, et c'est le nom de cette table ronde, la déplatformisation. Ça consiste à supprimer définitivement le compte d'une personnalité des réseaux sociaux. Cette déplatformisation, c'est la mesure extrême, en quelque sorte, de la modération par les plateformes, qui peut commencer par la suppression de certains posts, la mise en veille, le fait de geler un compte pendant une période, mais la dernière étape, on va dire, de cette procédure consiste tout bonnement à supprimer le compte et à empêcher cette personne de revenir sur le réseau social. Alors, cette mesure qui est vraiment la plus radicale des réseaux sociaux, évidemment, aussi celle qui pose le plus questions, cette modération, c'est celle qui pose le plus questions, parce qu'on peut tout à fait se demander, en effet, s'il appartient aux plateformes de décider qui peut aujourd'hui prendre la parole publiquement, s'exprimer et partager des idées, des opinions, y compris parfois des informations fausses, dans une démocratie. Parce que qu'on le veuille ou non, le constat aujourd'hui, c'est celui du fait que, et on a fait ce constat plusieurs fois aujourd'hui dans la journée, c'est le fait que les plateformes numériques au sens large sont devenues les lieux de l'espace public, le lieu du débat dans l'espace public. Et à ce titre, on peut se demander s'il appartient réellement aux plateformes d'être en quelque sorte les juges de ce qui peut être dit ou non publiquement. Alors, d'un autre côté, on reproche également aux plateformes de ne pas modérer suffisamment les propos tenus sur leur page. Donc, on est dans cette discussion un peu difficile de savoir ce que l'on peut attendre, ce que l'on doit attendre des plateformes, de la société civile, voire de la justice face aux propos qui sont tenus sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est de cette mesure la plus extrême de modération dont on va parler à cette table ronde, mais pas uniquement, on va commencer par là, évidemment, avec les personnes qui ont accepté. Je vous remercie encore d'avoir pris de prendre part à cette table ronde. Donc, nous avons Agnès Chauveau, qui est directrice générale de l'INA, qui est largement une spécialiste des médias et du numérique. Iris Boyer, qui est secrétaire générale de la branche française de l'Institute for Strategic Dialogue, qui est chercheuse spécialiste des questions d'extrémisme et de désinformation. Éric Garando, qui est directeur politique publique de TikTok France. Gérald Bronner, qui est professeur de sociologie à l'Université de Paris. Je crois qu'on doit encore l'appeler l'Université de Paris, je ne sais plus. Ex-Paris Diderot, ex-Paris 7, actuelle Université de Paris, jusqu'à ce que ça change à nouveau. Et qui est également président du conseil scientifique de la Fondation Descartes. Et finalement, Rudy Reichstadt, qui est fondateur et directeur du site Conspiracy Watch, qui est un observateur avisé du complotisme en France, notamment, mais pas seulement, sur les réseaux sociaux et en ligne. Voilà, donc peut-être pour commencer cette table ronde, j'aimerais commencer par demander à Gérald Bronner de nous dire s'il existe aujourd'hui des données de nature scientifique sur les effets de la déplatformisation, en gros, est-ce que ça marche, et sur ces éventuelles conséquences négatives, ces effets pervers potentiels de telles mesures, et à titre personnel, ce que tu en penses comme mesure de modération. Merci. Merci Laurent. Alors, parce que j'ai le privilège d'avoir la parole en premier, rassurez-vous, je vais essayer d'être bref. C'est pas dans ma nature, donc ça ne coûte rien d'annoncer. Je dirais que pour répondre d'abord à ta question, en fait, il me semble que le sujet implique trois types de questions. Et je vais surtout répondre à la seconde. La première, qui va sans doute nous animer, c'est de savoir, de réfléchir à la légitimité du geste de la déplatformisation. Surtout quand on parle, comme tu l'as fait dans ton introduction, et à juste titre, puisque c'est un exemple particulièrement emblématique,
de la déplatformisation de Donald Trump, qui était encore à ce moment-là président, disons, de la première puissance du monde, l'une des toutes premières puissances du monde, et qui par ailleurs avait 89 millions, je crois, de followers sur Twitter. Est-ce qu'une plateforme a le droit de faire ça? Est-ce qu'elle a la légitimité de le faire? C'est une forme d'acte politique, en quelque sorte. Ce n'est pas un sujet facile. Voilà. Mais de la réponse qu'on apporte à cette première question, on va sans doute discuter, eh bien, il ne ressort pas qu'on puisse répondre à la deuxième. C'est-à-dire que la deuxième, c'est celle que tu m'as posée. Dans le fond, admettons même qu'on se donne le droit de faire cela, est-ce que ça sert à quelque chose? Voilà. Et là, oui, il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a des données, il y a des papiers scientifiques sur cette question qui mesurent en effet l'impact de la déplatformisation, et je vais en parler très rapidement. Et puis le troisième point qui me paraît important, ce sont les conséquences. C'est-à-dire, même si ça fonctionne à court terme, est-ce que cela peut produire des effets secondaires qu'on devrait craindre? Et je pense que c'est une partie aussi du sujet qu'on devrait discuter. Mais je vais m'attacher dans un premier temps à répondre au deuxième point, c'est-à-dire, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça a des effets? Donc, je connais, pour dire la vérité, pas toute la littérature sur cette question, elle est sans doute plus abondante, mais j'ai lu 4 papiers, grâce à notre collègue Sacha d'ailleurs, qui avait attiré votre attention, Sacha Yaziltaï, sur ces papiers. Donc, ce que disent ces papiers, grosso modo, je vais aller vite. Certains, c'est très intéressant parce que les 4 papiers portent sur des terrains divers. C'est-à-dire, par exemple, il y en a un qui étudie la déplatformisation de 21 000 comptes YouTube. Donc, vous pouvez rigoler, on va vous entendre dans une minute. Hein. C'est ça. J'aurais dû faire ça. Donc, 21 000 comptes YouTube qui ont été retirés et qui sont allés sur un autre site qui s'appelle BitChute, je crois, en fait, qui est donc une plateforme de vidéo. Et est-ce que ça a servi à quelque chose? Eh bien, la vérité, c'est que ce papier montre qu'en effet, l'audience de ces 21 000 comptes qui étaient considérés comme problématiques par YouTube, parce qu'il diffusait grosso modo de la désinformation ou de la haine en ligne, en effet, leur audience a beaucoup baissé. Il y a d'autres types d'études, par exemple, qui regardent les réseaux autour d'un individu comme Alex Jones. Alex Jones a perdu son compte Twitter. Alex Jones, c'est un des grands papes, si je peux dire, du conspirationnisme aux États-Unis. Vous avez peut-être entendu parler de son nom. Audi pourra nous en parler bien mieux que je ne pourrais le faire. Mais en tout cas, il a eu aussi son compte Twitter retiré et on a essayé de regarder si son audience à lui et l'audience de ceux qui soutenaient Alex Jones avaient baissé. Et la réponse est oui. Donc, bref, grosso modo, les effets sont plutôt positifs si le but visé est de baisser l'audience de comptes qu'on considère comme toxiques. Pourquoi? Parce que manifestement, quand il y a une migration, par exemple, vers une autre plateforme, ce qui se passe quasiment à chaque fois, eh bien, tout le monde ne suit pas. Ça ressemble un peu à ce qu'on pourrait appeler un effet restaurant. Vous voyez, quand vous passez devant un restaurant et qu'il n'y a personne, vous n'avez pas tellement envie d'y aller, en fait. Il y a un effet repoussoir. Je suppose qu'on a envie de se trouver quand même dans des réseaux sociaux où on peut peut-être imaginer qu'on peut croiser un grand nombre de personnes ou être en connexion avec des gens qu'on connaît déjà. C'est un peu ça, quand même, l'intérêt des réseaux sociaux. On a l'impression qu'on rentre dans un désert d'hommes, si je puis dire, on est peut-être moins motivé à le faire. Alors, évidemment, tout cela a toutes sortes de conséquences, mais je ne vais pas développer là-dessus, je réponds juste à ce point. En effet, donc, il y a des données, il semblerait qu'à court terme, en tout cas, ça fonctionne, ce qui ne retire pas tous les problèmes que le sujet pose. Merci beaucoup, Gérald, pour cette première approche. Donc, on reviendra en effet au fur et à mesure, et n'hésitez pas les uns et les autres à intervenir là-dessus aussi, pour se retourner sur ce que vous prévoyez pressenter ou mesurer les effets de la déplatformisation. Et dans ce premier tour de thème, j'aimerais ensuite passer la parole à Rudy pour qu'il nous fasse une première impression plus qualitative, en fait, parce que Gérald nous a parlé de cette littérature internationale qui a fait des mesures d'audience sur des grands nombres de comptes, mais est-ce qu'en France, sur certains comptes qui ont été déplatformisés, qu'est-ce que toi tu observes comme effet? Alors bonjour à tous. D'abord, oui, c'est une vraie question et pas si simple, la question de la déplatformisation, parce que évidemment que toutes ces plateformes sociales sont des clubs privés, et que dans un club privé, on est censé respecter les règles ou en subir les conséquences. Donc, il n'y a rien d'illégitime à ce que YouTube, Twitter, Facebook écartent un certain nombre d'utilisateurs qui violent leurs règles et qui freinent
leurs règles d'utilisation. Le problème, c'est que c'est parfois fait, dans le cas de la déplatformisation, tu vois, je m'aligne sur toi, de Donald Trump, on a un double problème, parce que Trump a littéralement gouverné les États-Unis depuis son smartphone sur Twitter, devancer les communiqués de sa propre administration en tweetant. Et on n'était pas à sa première fake news en janvier 2021, mais c'est là, c'est en fait après le Capitole, parce que c'est une manière aussi pour Twitter d'avoir un prétexte et de dire bon, maintenant est venu le temps de les plateformer, à un moment où Twitter prenait peu de risques à le faire, puisque c'était une question de jours. Je ne sais plus à quel moment exactement il était déplatformé en janvier, mais c'est quelques jours, je crois, avant l'investiture de Joe Biden. Bon. 3 mois plus tôt, on ne s'en souvient pas, peu, mais il y a eu le compte de l'ancien Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad, qui est un personnage assez radicalement complotiste, antisémite, qui, dans le contexte de l'assassinat de Samuel Paty, on était en octobre, fin octobre en l'occurrence 2020, fait un tweet dans lequel il explique que les musulmans ont le droit de tuer des Français. Et il a fallu l'intervention du secrétaire d'État au numérique, Cédric O, auprès de Twitter directement, pour supprimer, suspendre ce compte, ce tweet en tout cas, et ensuite ce compte, mais le compte est toujours actif. Donc on a le compte de Mahathir Mohamad qui est toujours actif, et un nombre incalculable de comptes toxiques qui sont actifs sur Twitter aujourd'hui, mais pas celui de Donald Trump. Donc, lorsqu'on s'appelle Twitter ou Facebook, on a une responsabilité sociale, me semble-t-il, qui dépasse largement celle d'une simple entreprise lambda. Lorsqu'on a des centaines de millions d'utilisateurs, c'est le cas de ces deux plateformes, et qu'on est littéralement dans la vie quotidienne de millions de personnes, de centaines de millions de personnes sous tous les fuseaux horaires, on a des devoirs et des responsabilités très, très particulières. Donc, l'opacité dans laquelle ce type de décision est prise pose effectivement question, et je me souviens très bien qu'en janvier 2021, l'opposant russe bien connu Alexei Navalny s'était érigé contre la déplatformisation de Donald Trump en disant que ce serait un argument pour les dictatures, pour les régimes autoritaires, donc faisons très attention à cela. Une fois qu'on a dit ça, le fait est que ça marche, la déplatformisation, et que tu m'interrogeais sur Laurent à l'instant, sur des exemples concrets de déplatformisation qui ont marché. Nous, ce qu'on observe, par exemple, dans le cas d'Alain Soral, il est à la tête selon moi, le navire amiral de la composphère française, francophone, depuis très longtemps. Égalité-Réconciliation, qui est un site plutôt en déclin ces dernières années, et qui continue à générer des millions de visites mensuelles. Et maintenant, il est concurrencé par François, par exemple. Il a été déplatformé, Égalité-Réconciliation, de Facebook en 2017 et de YouTube à l'été 2020. Et dans la foulée, c'est Dieudonné qui a été déplatformé de Facebook en juillet, début août 2020. Il avait accumulé 1 300 000 abonnés, sa page Facebook, Dieudonné. 1 300 000. Des abonnés qui, pour une partie d'entre eux, se sont abonnés au fil des ans à cette page, notamment grâce à la recommandation algorithmique de Facebook. Facebook a décidé de supprimer la page de Dieudonné pour violation, là encore une fois répétée, des conditions d'utilisation. Dieudonné s'est replié sur d'autres plateformes alternatives. Aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure, sur Telegram, il est autour de 17 500 abonnés. Donc on a un facteur 100 là, qui s'applique entre l'audience qu'il avait sur Facebook, l'audience qu'il a aujourd'hui sur Telegram. Donc, moi je crois qu'il n'y a pas de fatalité à ce que ces acteurs, ces super désinformateurs, ces acteurs particulièrement toxiques, essuient leurs pieds sur le paillasson de nos démocraties et de nos lois, de notre droit, qui pénalisent l'incitation à la haine, le négationnisme. Et je crois que
on peut les créditer d'avoir conscience de leurs intérêts. Et leur intérêt bien compris est de revenir sur ces plateformes et de ne pas être déplateformés. Ce n'est pas seulement pour se victimiser qu'ils réagissent, c'est parce que réellement, on les prive à ce moment-là d'une audience considérable. Donald Trump, vous le savez, a fondé un réseau social alternatif assez calqué sur Twitter, qui s'appelle Truth Social, dont le slogan, c'est pas une blague, Follow the Truth, suivez la vérité. Et je crois même que l'équivalent des tweets sont des truths. Les messages postés sur la plateforme s'appellent des vérités. Moi, je crois, l'avenir nous le dira, mais je crois que c'est voué à l'échec. Pourquoi? Parce que, évidemment, qui va se retrouver sur ce type de plateforme? Des gens déjà convaincus. Lorsqu'on fait de la politique, lorsqu'on essaie de convaincre par les idées, par la parole, on doit s'adresser à des gens qui, a priori, par définition, ne sont pas convaincus, ne sont pas déjà captifs, ne sont pas dans votre camp. Donc, pour un leader populiste, démagogue comme Donald Trump, c'est évidemment un coup très fort qui lui est porté lorsqu'il est déplateformé de Twitter ou d'une grande plateforme. Voilà pour le moment. Merci beaucoup. Ça va me permettre de rebondir en posant une première question à Agnès Chauveau, qui est, excusez-moi, il y a une chose de Marcel, voilà, qui est la suivante, c'est qu'en effet, le public est-il réellement si manipulable qu'il faille le préserver de certains points de vue, tels que ceux de Donald Trump, par exemple, ou en France, d'autres acteurs? Merci. C'est bon. Voilà. Merci. Effectivement, la question est complexe parce que les sociologues de la réception nous ont appris depuis les années 30 que effectivement, nous ne sommes pas des récepteurs passifs et fort heureusement. Une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas quand même complètement pour autant minimiser le danger. Mais c'est vrai que si, après tout, si on prend l'exemple de la France, si les thèses complotistes anti-vax qui circulent sur les plateformes avaient autant de succès, nous ne serions pas non plus 78% à être vaccinés. Alors certes, si ça ne circulait pas, on serait peut-être 88% ou 90 ou 95 à l'être, mais on voit bien quand même qu'au fond, ces théories du complot, souvent, si on prend que c'est certaines fausses nouvelles qui peuvent circuler, ne convainquent que ceux qui sont déjà convaincus. Cela étant, l'exposition de ces contenus, la circulation de ces contenus est quand même problématique. Mais encore, il faut se rappeler quand même les grandes lois de la réception et ne pas surestimer. Et ça nous incite aussi à dire autre chose, c'est qu'au fond, la circulation des contenus, c'est quelque chose de très compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez toujours déplatformiser, je peux dire, quelqu'un, Trump, je sais, qui va se retrouver sur un autre réseau social, qui va se retrouver sur Telegram, qui va se retrouver. Et on le sait, on ne peut pas complètement empêcher la circulation des contenus, même quand ces contenus sont extrêmement, hélas, sont extrêmement problématiques au regard de la loi. Ce qui veut dire qu'au fond, il faut évidemment s'attaquer à cette circulation des contenus, et en même temps, on le voit bien, et c'est en cela que ça rejoint encore une fois les théories de la sociologie de la réception, ce qui est important, et je vais vous faire plaisir, Carole Bronner, c'est effectivement d'éduquer l'esprit critique. Parce que plus l'esprit critique, je fais allusion bien sûr à votre rapport, mais plus l'esprit critique est éduqué, et plus finalement la circulation de ces contenus, aussi problématiques soient-ils, auront peu d'impact. Et y compris d'ailleurs s'ils ne se trouvent pas sur… Ça ne plaide pas forcément pour qu'on ne régule pas les plateformes, ce n'est pas du tout mon propos. Mais on ne peut pas prendre ce sujet que sous ce prisme-là de la circulation des contenus sur les plateformes, je crois. Merci beaucoup. Iris, quand on discutait de cette table ronde, tu as attiré mon attention sur 2 points sur lesquels j'aimerais bien que tu reviennes pour nous. Le premier, c'est celui de ce que tu disais, une rhétorique de la censure qui peut être en fait exploitée par certains comptes qui désinforment en disant voilà, on coupe la parole. Donc, est-ce que cette rhétorique de la censure n'est pas un mal peut-être pire que le bien de la déplatformisation?
Et le deuxième élément sur lequel je veux que tu reviennes, c'est celui du fait que la radicalisation dans les propos les plus radicaux ne se tiennent pas toujours dans les postes de base proposés par un groupe particulier, mais parfois dans les discussions et qui suivent ce poste. Et là-dessus, la déplatformisation aura guère d'effet, puisque évidemment, si le père d'origine d'un poste est déplatformé, ça n'empêchera pas les personnes d'aller faire des propos radicaux sous d'autres postes. Merci. Beaucoup de choses ont été dites. Je ne peux pas répéter les points avec lesquels je suis par ailleurs totalement d'accord, notamment sur les solutions alternatives aux questions au phénomène aux solutions de déplatformisation, et notamment en termes d'éducation et de rempart un peu organique à ces contenus. Je rejoins aussi ce qui a été dit par Rudy, et j'ai envie d'être optimiste. Je suis totalement d'accord sur les externalités positives et la nécessité de la déplatformisation, moi aussi. Mais effectivement, nous, ce qu'on a pu observer d'un point de vue qualitatif dans des espaces qu'on peut appeler alternatifs, ils ont été des espaces numériques finalement refuges, notamment suite à la déplatformisation de certains acteurs ou suite à des politiques de modération jugées trop fortes pour les acteurs qui ont été sous le coup. Ce qu'on a pu voir, c'est à quel point chacune des décisions des plateformes ou parfois du gouvernement aussi, parce que c'est le cas avec les groupuscules, en général, les actions publiques précèdent les décisions des plateformes dans certains cas. On a pu voir à quel point ça alimentait cette rhétorique victimaire et également, finalement, ça pouvait tendre à apporter un nouveau souffle à ces communautés en ligne, dans le sens où ça leur permettait vraiment de développer de manière beaucoup plus sophistiquée une logique multicanale, une stratégie de campagne multicanale, en décidant de packager finalement certains contenus pour certaines audiences sur certaines plateformes et d'autres de manière différente, en modulant un petit peu la radicalité du propos. Donc ça, je ne dis pas ça pour remettre en cause l'existence et la nécessité de la déplatformisation, mais je pense que c'est vraiment un phénomène qui mérite d'être surveillé et qui doit nous pousser à porter une attention particulière sur les questions de coopération entre les plateformes. Parce qu'à mon sens, c'est un peu le problème. Il ne faut pas être naïf, les plateformes, bien entendu, ont des logiques et des objectifs commerciaux, et on doit reconnaître ça, mais du coup, le fait qu'elles aient ces logiques commerciales peut parfois provoquer une sorte de morcellement entre les décisions qui sont prises, les initiatives, etc. Et on sait que dans d'autres domaines, comme par exemple la lutte contre les contenus terroristes ou la pédopornographie, il y a eu des initiatives très intéressantes en termes de coopération efficace et rapide entre les plateformes, notamment grâce à la création de structures de coordination, je pense au Big City notamment. Et donc, on peut se demander si une voie intéressante ne serait pas la création d'une structure similaire pour faire face aux manipulations de l'information et à ces questions de déplatformisation. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Et pour finir ce premier tour de table, j'aimerais évidemment vous poser la question, Éric Garondeau, quelle est la politique de TikTok quant à la déplatformisation, c'est compter que vous en ayez une? Déjà merci de parler de déplatformisation, même si on a du mal à prononcer le mot. Effectivement, déplatformisation, même si on a du mal à le prononcer, c'est quand même mieux que bannissement, parce que même c'est vrai qu'on traduisait parfois de l'anglais à tout ban, et bannir, vraiment, on a l'impression qu'on se retrouve expulsé de la démocratie athénienne, voilà, comme dans l'ancien temps, et d'un seul coup, ça devient extrêmement inquiétant. Évidemment, d'abord, une évidence, même si vous parlez de politique, et effectivement, il y a des politiques publiques, d'ailleurs, je suis plutôt la partie politique publique de TikTok. Les plateformes sont d'abord des entreprises privées
Et donc, leur but, c'est de prospérer, c'est de se développer, c'est d'aller augmenter au maximum le nombre d'utilisateurs, de les retenir suffisamment de temps sur la plateforme, pas trop longtemps non plus, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de l'addiction, mais c'est donc ça le but. Donc, en fait, quand on supprime un compte, il faut vraiment voir que c'est un synonyme d'échec. C'est-à-dire que tout le but, c'est d'augmenter le nombre de comptes. Donc, quand on supprime un compte, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en dernier ressort, et je pense que c'est le cas de toutes les plateformes. Ensuite, ces plateformes, elles sont en concurrence les unes avec les autres, et c'est finalement ce qui permet le pluralisme, c'est ce qui permet aussi que la liberté d'expression puisse prospérer, comme dans tous les médias. L'ARCOM est là justement pour veiller au pluralisme dans tous les domaines, y compris maintenant dans le domaine des nouveaux réseaux et des plateformes. Et donc, il y a des plateformes qui naissent, qui se développent et qui meurent. Finalement, c'est un peu amusant que vous m'invitiez par rapport à TikTok, puisque TikTok n'existait pas il y a 4 ans. Donc, vous voyez, si on supprime un compte aujourd'hui, il y a 4 ans, on ne s'en serait évidemment pas préoccupé, puisque la plateforme n'existait pas. Et il y a 20 ans, il n'y avait pas non plus il y a 30 ans, il n'y avait pas non plus la télévision, etc. Donc, en fait, chaque média se surajoute au précédent. Et donc, heureusement, la liberté d'expression, elle existe toujours. Et au 19e siècle, on prenne une boîte en carton et qu'on se monte dessus pour s'exprimer. Sacha Baron Cohen, l'humoriste et réalisateur très talentueux, bien connu, qui s'exprime plutôt dans un registre comique, a eu un discours que j'ai trouvé assez saisissant, assez profond au moment des événements du Capitole. Alors, il avait fait un discours notamment pour distinguer, alors ça se dit mieux en anglais, je suis désolé, il disait « Freedom of speech is not the same as freedom of reach ». Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a certaines plateformes, TikTok n'était pas associé à ce débat pour une raison simple, c'est qu'effectivement, le président américain n'avait pas jugé utile d'ouvrir un compte sur TikTok. Je pense que vous savez, vous vous rappelez pourquoi. Et donc, certaines plateformes avaient été critiquées, non seulement pour donner la parole à des utilisateurs, mais surtout pour amplifier cette parole. Voilà, donc pour ce qui concerne TikTok, la question elle serait, comme d'ailleurs pour les autres plateformes, par des conditions générales d'utilisation. Et donc, quand vous ouvrez un compte sur TikTok, eh bien, en fait, vous lisez les conditions générales d'utilisation. Si ça vous plaît, vous ouvrez votre compte, et si ça ne vous plaît pas, ben, vous êtes libre d'aller ouvrir un compte sur notre plateforme où les conditions générales d'utilisation sont différentes. Pendant assez longtemps, les plateformes étaient assez libres en fait, du contenu de ces conditions d'utilisation. Et aujourd'hui, en France, avec la loi qui renforce les principes de la République, et puis bientôt avec le DSA dont on parlait tout à l'heure, étendu donc, au niveau de l'Union européenne, finalement, c'est une forme de sécurité dont vont bénéficier les plateformes, puisque on leur demande justement d'assurer ce travail de modération, de lutte contre les contenus haineux, extrémistes, le racisme, l'antisémitisme, évidemment le terrorisme, la pornographie, la pédopornographie, etc. Donc, c'est quand même satisfaisant de voir que aujourd'hui, la législation, parce qu'on parlait tout à l'heure de légitimité, quelle est la légitimité des plateformes à réguler la liberté d'expression? Elles l'ont fait d'elles-mêmes et maintenant, elles l'ont fait aussi parce qu'il y a parfois des injonctions ou des demandes administratives ou judiciaires, des réquisitions judiciaires. Mais aujourd'hui, il y a un cadre général qui organise ce travail de modération. Et donc, non seulement des utilisateurs ou des citoyens peuvent signaler des contenus qu'ils estiment être contraires au droit, contraires à ces conditions d'utilisation. Et ensuite, il y a aussi, lorsque des comptes sont supprimés ou lorsque des contenus sont supprimés, parce qu'il y a une gradation, évidemment, dans les sanctions. Donc, il y a des avertissements, ensuite, on supprime des vidéos. Et puis, si effectivement, il y a de la récidive, comme en justice, au bout d'un moment, il y a le couperet final, et donc il y a la résiliation du compte. Et il y a toujours des voies de recours. Voilà. Un utilisateur qui estime que son contenu a été modéré arbitrairement, évidemment, a aussi la possibilité de faire un recours et demander à ce qu'on réexamine son dossier. Donc voilà ce qu'on peut dire peut-être dans un premier temps. Merci beaucoup. Donc, en effet, on va revenir sur ces différentes questions de savoir qui peut décider de déplateformiser ou de censurer. Donc, je pense que ça va être l'objet de notre discussion dans cette table ronde, mais peut-être juste pour finir sur le premier tour, c'était la question des effets pervers de cette stratégie de déplateformisation. Donc, Iris nous en a évoqué quelques-uns, en tout cas les risques de cette stratégie. Je ne sais pas qui veut évoquer d'autres effets pervers qu'il voit ou qui ont été mesurés, Jeanne, qui en avait évoqué quelques-uns. Oui, certainement, c'est une question très importante. En effet, Iris a bien rappelé
une possibilité de radicalisation dans certains groupes, notamment Telegram en particulier. On a eu une enquête pendant qu'on faisait la commission, donc on n'a pas pu intégrer finalement dans le rapport, mais qui montrait que le fait d'être un utilisateur de Telegram notamment était un haut prédicteur, par exemple, de propagation de théories du complot, etc. Ça ne veut pas dire que la topologie de ce réseau rend complotiste, mais ça veut dire probablement qu'il y a un effet de recrutement d'un certain nombre de populations qui vont fuir l'observation, je dirais, peut-être plus libre hein, qu'on peut avoir d'un certain nombre d'échanges, par exemple sur Facebook, comme ça, quand les groupes ne sont pas privés, et vont migrer vers ces groupes-là. Ce qui est quand même à craindre, et j'irai donc peut-être un peu plus loin, c'est que ce type de groupe beaucoup plus restreint peuvent aussi inspirer une forme de violence politique. C'est ça le problème. C'est-à-dire que peut-être que finalement, la violence politique, mais là c'est spéculatif hein, ce que je veux dire, elle émergera peut-être moins facilement d'un groupe qui comporte des milliers de personnes et donc des milliers de juges potentiels qu'un groupe qui comporte 15, 20, 30 personnes qui vont se polariser ensemble et qui vont peut-être main dans la main converger vers des dispositifs, pourquoi pas terroristes, on en a vu. C'est pas du tout spéculatif, hein, ce que je dis là, il y a des exemples tout à fait documentés. Donc ça c'est un des premiers risques. Le deuxième risque, c'est celui qui, que toi tout à l'heure, Rudy, tu as évoqué sans y croire trop, c'est-à-dire le risque que Truth Social, c'est le réseau social que initie Donald Trump, alors il n'est pas encore en route, hein, parce qu'il y a une formule bêta qui a été née en novembre qui apparaît à côté, et la date qui avait été donnée c'est janvier, puis ça s'est reporté au 21 février, puis maintenant ça sera pour fin mars, enfin ça va arriver. Le risque étant que si Donald Trump avait quand même 99 millions de followers, il sert de marque pour tout à coup remplir le restaurant que j'évoquais tout à l'heure. Bon. Et alors évidemment, ça sera chacun dans son coin, mais ça, ce n'est pas forcément bon pour la démocratie. C'est-à-dire ça pourrait être aussi un symptôme de fracture d'un socle épistémique commun qui est quand même très, très avancé déjà aux États-Unis. Et donc, ça renforcerait un mouvement qui est assez identifié du fait que, par exemple, les médias républicains ne citent plus tellement les médias démocrates et réciproquement, ou même qu'on se marie apparemment de plus en plus entre républicains ou entre démocrates. Alors ça sont des proxys en fait de cette polarisation en réalité. Mais tout de même, donc ça pourrait être donc un des risques. Malgré tout, il faut se rappeler que pour fonctionner, il faut quand même que Truth Social soit accepté par exemple par Apple ou par Google. Et ça, c'est un gros problème, voire Amazon dans une moindre mesure, parce que si vous ne pouvez pas télécharger l'application, ça ne peut pas marcher. Or, il y a une jurisprudence. Que Signal avait été retiré des offres. Donc, oui, la situation est très compliquée. Par ailleurs, il ne faut pas croire que sur ce média, il n'y aura pas de modération. Ils sont obligés, s'ils veulent passer par Apple, c'est une des règles. Donc, on sait que ça va être, c'est Hive qui va s'occuper de la modération. Donc, ça va se faire par intelligence artificielle. Mais on suppose que c'est plus la pédocriminalité, certaines bandes d'audience, etc., que des discours sur la COVID-19 ou que sais-je, qui vont être modérés. Le dernier point, c'est qu'il n'a pas été dit, et je voudrais insister là-dessus, c'est que pour qu'on en vienne à se poser la question de déplatformiser certaines personnes, de déplatformer peut-être certaines personnes. Pourquoi j'essaie de rendre la chose encore plus compliquée alors que j'arrive déjà pas à la commencer. Il faut généralement, la question se pose, disons, comme une question sociale, quand cette personne a beaucoup de visibilité. Or, un certain nombre d'algorithmes, je pense notamment à Facebook, à partir de 2018, il y a l'algorithme MSI qui a été utilisé, c'est-à-dire ça veut dire Meaningful Social Interactions, ce qui veut dire que ça a favorisé beaucoup ce qu'on appelle les super users, c'est-à-dire des sites avec un poids numérique très fort. Songez, vous savez, on dit quelquefois que 1% des plus riches possèdent je ne sais combien de pourcents d'argent. On pourrait dire la même chose pour les super users, c'est 1% des utilisateurs sont impliqués à peu près dans 35% des interactions sur Facebook. Donc, en réalité, le poids de gravité, si je puis dire, numérique, qui a été accordé aussi par cette entremise, et quand même pour favoriser, je pense, des effets d'engagement sur le réseau, pose aussi la question des super comptes, parce que c'est de ces super comptes, là je vous renvoie à notre rapport, hein, c'est aussi de ces super comptes, c'est sur ces super comptes qu'ils peuvent compter la désinformation sur toutes sortes de sujets, non pas forcément qu'ils la créent eux-mêmes, mais à partir du moment où ils la relaient,
lui donne une vraie existence, alors qu'auparavant, un certain nombre d'autres de ces rumeurs ne se seraient pas diffusées véritablement sur ces espaces numériques. Donc, je pense que toutes ces questions sont en fait intimement emboîtées. C'est pour ça qu'on a fait un certain nombre de recommandations dans notre rapport à propos de ces super users, justement, et en appliquant, pourquoi pas, une nouvelle forme de responsabilité civique, en dehors de la question de la modération, mais même, pourquoi pas, devant la loi. Si Rudy, tu voulais réagir là-dessus, toi, tu penses un peu, tu es dans une position qui consiste à dire que les dangers éventuels de la déplateformisation on valent la peine, en fait, le jour où on veut la chandelle. Sont compensés par les avantages. Oui, globalement, oui, pour l'instant, de ce que je vois, parce que Truth Social, effectivement, ce n'est pas encore disponible sur Google Play, etc. Mais Gab, qui avait été lancé en 2017, me semble-t-il, et qui avait vocation à réunir toute l'alt-right américaine, n'a jamais pris. Alors, n'a pas pu être téléchargé depuis Google Play et Apple, notamment. Mais aujourd'hui, Gab, c'est une plateforme où on trouve des néo-nazis, où on trouve des gens de l'alt-right, etc. Bon, ils sont quand même entre eux, quoi. Nous, on les observe. Il y avait un groupe, par exemple, nationaliste britannique, Britain First, qui a été déplatformé. Alors, en 2018, de mémoire, il y avait 2 millions de followers sur Facebook, je crois, aussi. Il est sur Gab, à moins de 14 000 abonnés sur Gab. Donc, voilà, je ne sais pas pour répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je crois que quand on a un entrepreneur de politisation, on cherche à parler aux gens qui ne sont pas encore convaincus, aux indécis, et donc à investir ces plateformes grand public. Et puis, le dernier point, peut-être sur là pour le coup, sur les inconvénients, c'est sur la surveillance de ces groupes. Il se passe la même chose dans le numérique que dans la vie réelle, c'est-à-dire que lorsqu'on dissout un groupe radical, on a du mal ensuite à le suivre. Alors, nous, on arrive encore, parce qu'en réalité, c'est que l'ISD le fait, d'aller sur ces plateformes pour suivre les groupes les plus radicaux. Mais lorsque on a un éclatement de ces groupes, notamment sur des plateformes de messagerie privée, cryptées, alors là, pour le coup, on n'arrive plus du tout à les suivre. Et effectivement, on ne sait plus ce qui s'y passe. Mais là, à la rigueur, c'est presque un sujet de police, de renseignement, qui outrepasse largement ce qu'on peut faire en tant que spécialiste, observateur ou journaliste. Donc, voilà, Iris, si tu veux réagir sur cette question du suivi des groupes extrémistes, par exemple. Oui, je voulais réagir avant ça sur un autre risque. Gérald Brunard en a un petit peu parlé, mais tout à l'heure on parlait de pluralisme et du fait que les plateformes offrent encore cette possibilité de pluralisme des idées, qui est évidemment très important, mais à mon sens, le risque qu'on ne prend pas assez en compte, tout simplement parce qu'on n'est pas dans ces réseaux-là, c'est celui du développement vraiment d'un écosystème totalement parallèle, un écosystème d'information et de partage de l'information et des communications qui serait parallèle. Alors même si il n'a pas la même audience, même s'il n'a pas la même portée, et ça reste à prouver puisqu'on voit un effort énorme de transfert de groupes, Facebook notamment, sur Telegram, avec des audiences énormes sur certains sujets liés à la désinformation au Covid, notamment. Le problème est qu'il s'agit vraiment d'un réseau complètement parallèle. Et à terme, est-ce qu'en fait, on n'est pas en train de créer une sorte de communautarisation numérique, finalement, où on aurait les plateformes qui sont scrutées par le régulateur parce qu'elles ont les plus grosses audiences, et parallèlement les plateformes beaucoup plus fermées où par ailleurs l'accès aux données par les chercheurs est beaucoup plus limité, qui continuent finalement à propager ces idées, à les radicaliser et en fait à établir des stratégies de communication très fines, comme je disais tout à l'heure, pour ensuite les regénéraliser via des contenus un peu plus mous, un peu plus modérés sur les plateformes en échelle. Donc ça, à mon avis, je ne veux pas être alarmiste, mais en tout cas, finalement, c'est un petit peu le phénomène de bulle de filtre poussé à son comble. Et on le voit notamment à l'heure actuelle sur la question de la convergence de certains mouvements internationaux, par exemple avec le convoi de la liberté, directement inspiré du mouvement canadien. On voit qu'il y a vraiment un effort
de convergence en fait de différents groupes, avec des groupes internationaux sur Facebook et des chaînes Telegram, et répertorier en amont toutes les chaînes et tous les hashtags des mouvements locaux, tous les événements, toutes les dates, etc. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Voilà. C'est important de le garder. Merci. Donc, en gros, les chambres d'écho qu'on a longtemps un peu fantasmées sur Internet, qui sont moins présentes que ce qu'on a cru pendant longtemps, c'est en train de les créer artificiellement en déplatformant certaines figures qui se retrouvaient, qui vont structurer du coup ces espèces de chambres. Donc, en effet, ça peut paraître comme un effet pervers, tout à fait inquiétant du phénomène. Agnès, vous disiez quand on discutait de ce sujet, que pour vous, la question de la déplatformisation, et merci, j'aurais jamais dû mettre et plus largement de la modération de la part des réseaux sociaux, ça repose la question, cette vieille question, celui de sa fondement, de leur statut. Rudy a dit un réseau social, c'est un club. Or, dans un club, on a les règles qu'on veut. On peut aussi se dire que c'est un simple hébergeur de contenu ou on peut se dire que c'est un éditeur. Donc, est-ce que vous pouvez reprendre un peu ça? Oui, je vais prendre un exemple. Regardez ce qui s'est passé sur Spotify récemment. Joe Rogan, qui est un podcasteur qui attire beaucoup d'audience, dont les podcasts ont beaucoup de succès et qui a ouvert son micro de plus en plus aux partisans, aux anti-vax, etc. Il a fait campagne un peu au travers de ses podcasts et il a une nom, il a dit c'est Joe Rogan, c'est moi. Et donc il a quitté, lui il n'a pas été déplatformisé, mais il a décidé de quitter Spotify pour cette raison-là. Donc on voit bien qu'au fond, avec ces questions, et puis aussi avec la pression de l'opinion publique, la pression de leurs propres employés, parce qu'on l'a bien vu chez Twitter, chez Facebook, la question de la déplatformisation était aussi une question assez légitime posée sous la pression des employés, leurs propres employés qui n'étaient pas forcément d'accord avec tous les contenus partagés. Le régulateur, l'opinion publique, fait qu'elle se retrouve finalement face à des choix qui sont un peu des choix inextricables. En tout cas, ça remet en cause leur statut d'hébergeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des algorithmes qui mettent en avant des contenus au détriment d'autres, au fond, c'est une forme d'éditorialisation de mettre en avant des contenus. Peu importe que ce soit fait par des humains ou par des algorithmes, pas le sujet. Quand vous commencez à vous poser la question de savoir qui est légitime ou pas sur votre plateforme, eh bien, vous vous approchez de plus en plus d'un statut d'éditeur. Et d'une certaine façon, ce statut d'éditeur permet de résoudre aussi cette hypocrisie. Parce que quand vous êtes éditeur et que vous avez un éditorialiste ou un journaliste, ou peu importe, qui dérape, qui se radicalise, bien, soit le régulateur vous rappelle qu'il faudrait faire quelque chose, soit vous le faites de vous-même. Mais vous êtes bien obligé de réguler cette situation et vous avez, en tant qu'éditeur, toute la légitimité pour réguler cette situation. Parce que cette personne qui se radicalise remet en cause votre statut d'éditeur et qu'en tant qu'éditeur, ben, vous êtes obligé de respecter les règles qui s'imposent. Et on voit bien que le statut d'hébergeur des plateformes est de plus en plus, ce ne sont pas des simples hébergeurs. Elles éditorialisent, elles finissent par choisir ou par, en fait, tout simplement déplatformer des gens donc, parce que les contenus sont haineux, parce que les contenus sont illégaux, parce que les contenus sont faux et qu'elles sont obligées de réguler ça. Donc, après tout, voilà, qu'est-ce qui en fait encore de simples hébergeurs? Je vous en prie, Éric Garandot, je pense que vous êtes le mieux placé pour répondre à cette proposition. Oui, non, c'est un sujet qui me rappelle en fait une discussion dans une commission à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'était une autre plateforme qui s'exprimait en réagissant un peu vivement à ce que disait un membre du Parlement. Il disait, oui, au fond, vous êtes quand même des éditeurs parce que vous modérez les contenus, etc. Et c'est vrai que la réaction a été assez forte, ça beaucoup plus mesurée, mais c'est vrai que sa réaction a été de dire, mais vous vous rendez compte, finalement, si un type de presse, il est libre
d'interviewer telle ou telle personnalité politique, de ne pas interviewer telle personnalité de tel camp, et au contraire de mettre en avant en première page une personnalité d'un parti qui est plus dans sa ligne éditoriale, comme on dit, et imaginer une plateforme avec son nombre d'abonnés qui se conduirait de la même façon. Dire, ah ben non, lui, tel candidat à l'élection, je ne veux pas qu'il s'exprime sur ma plateforme. Évidemment, on crée tout de suite au scandale et on aurait raison, je pense. Donc, je pense que c'est compliqué, en fait, ces débats, parce qu'on a toujours envie d'avoir des solutions de bon sens et un peu tranchées. Et en fait, on est dans une infinité de nuances de gris, pour prendre un exemple. Il y a du blanc et du noir, c'est vrai. Et d'ailleurs, les contenus qui posent aucun problème, on va dire les contenus blancs, c'est quand même, pour TikTok par exemple, c'est 99% du contenu. C'est-à-dire qu'il y a 99% des vidéos qui sont uploadées, qui sont mises à disposition sur TikTok, qui ne posent aucune difficulté. Donc ça, c'est quand même rassurant sur la nature humaine, hein, parce que nous, on est comme les médecins, on voit tous les patients qui ont des problèmes. Mais quand même, les gens viennent avant tout. Alors c'est vrai que c'est aussi nos valeurs. Hein, c'est à l'entrée du club, on dit venez pour vous divertir, venez pour vous distraire, venez partager vos passions. On ne dit surtout pas venez faire des grands débats politiques qui vont polariser la discussion. Donc on dit même le contraire. On l'a même dit aujourd'hui encore, puisqu'aujourd'hui, on a sorti un guide qui vise simplement à informer les citoyens électeurs de la manière d'exercer leur droit de vote, hein, en renvoyant sur les sites officiels. Et on rappelle bien, on n'est pas le lieu privilégié pour les discussions, pour une campagne politique. On va peser chaque mot, parce qu'on est une plateforme qui respecte totalement la liberté d'expression. Donc, n'importe quelle personnalité politique de n'importe quel parti a le droit d'ouvrir un compte et vraiment, il s'exprime librement dans le cadre des conditions générales d'utilisation qui l'empêchent, en tout cas, sur lesquelles on dit pas de haine en ligne, pas d'insultes, pas de racisme, etc. Et d'ailleurs, chaque compte sera traité de la même façon. Enfin, qu'on soit président de la République, ou guichetier, une fleuriste, etc., le compte sera traité de la même manière. Donc, ce pour nous, c'est l'expression de la règle démocratique de base, hein, un homme ou une femme, une voix. Donc voilà, donc l'essentiel des contenus ne pose pas de problème. Ensuite, il y a les contenus noirs, on va dire, qui sont donc, qui représentent 1%. Et là aussi, il y a quand même des gradations entre les contenus terroristes, pédopornographiques, où là, de toute évidence, il faut des coopérations entre plateformes pour éviter que ce type de contenu disparaisse d'une plateforme pour réapparaître dans une autre plateforme. Donc, TikTok, à ce niveau-là, souhaite adhérer au City, dont on parlait tout à l'heure, qui est une espèce de banque de données interplateforme. Et nous, on a demandé à participer à cette banque de données pour pouvoir justement éliminer d'office, avant même qu'ils arrivent, tous les contenus terroristes, par exemple. Et puis après, vous avez quand même le gris. Et c'est vrai que là, c'est vraiment une question de nuance. Donc, en permanence, là, je peux vous assurer, en permanence, dans toutes les plateformes, les équipes qu'on appelle Trust and Safety, donc les équipes qui font la modération, de même que les équipes produits qui affinent en permanence l'algorithme, c'est un constant travail d'ajustement, parce que d'un côté, il y a la liberté d'expression et de l'autre, il y a la désinformation, il y a la haine, etc. Même dans le domaine médical, entre une vidéo qui clairement vous dit qu'on va vous injecter le 5G avec le vaccin, bon ben voilà, ça c'est clair. C'est clair, en même temps, ça peut être aussi une vidéo parodique. Et la parodie est un droit. Vous voyez, même dans cet exemple-là, c'est parfois suffisant. Ou une croix gammée sur une vidéo. Vous allez dire, bon, bah, ok, c'est nazi. Non, parce que ça peut être une vidéo éducative contre le nazisme. Donc voilà, il y a vraiment un travail qui implique du discernement. Et donc, on est vraiment dans la vertu, pour le coup politique, selon Aristote, hein, on est vraiment dans la prudence. Voilà. C'est vrai que c'est toujours compliqué pour nous quand on a des débats entre les grandes catégories. Donc voilà, nous on considère qu'on est des hébergeurs avec des responsabilités particulières, et puis c'est finalement ce que la loi et le DSA ont prévu, et finalement c'est bien comme ça. Merci beaucoup. Une question sur laquelle j'aimerais bien avoir vos éclairages, ou du moins votre avis, parce que peut-être que là on est moins dans l'analyse que dans la réflexion, on va dire peut-être plus marquée par des idéaux, par exemple. Quel devrait être, selon vous, le critère qui doit s'appliquer pour choisir de déplatformer quelqu'un d'une plateforme, ou simplement de modérer un contenu en décidant de le supprimer? Est-ce que les standards de la communauté, c'est acceptable, ceux auxquels ont décidé de se soumettre les gens qui sont sur une plateforme, ou est-ce qu'on doit avoir des règles qui ne dépendent pas, en fait, d'entreprises privées
pour ce qui peut être dit ou non sur ces pages. Parce que je ne sais pas si la question de 1 est très claire, et de 2, si vous avez une opinion à faire valoir sur ces questions. Moi, je trouve que le système, enfin, je trouve tout à fait légitime pour les plateformes d'avoir des systèmes de signalement, d'appel, le cas échéant, si on se fait suspendre un contenu ou un compte. Je crois que les gens y sont habitués. Bon. Je crois qu'en revanche, ça ne doit pas faire passer au second plan la loi nationale. C'est l'expression de la démocratie. Il y a un enjeu non seulement de souveraineté, pour le coup, mais de démocratie. Il n'est pas normal que sur le territoire français, ne s'applique pas la loi française et que ce soit philosophie juridique qui s'applique en Californie ou qui découle du premier amendement de la Constitution américaine qui s'applique sur le territoire français. Là, je crois qu'il y a un problème vraiment même démocratique. Après, en France, lorsqu'on contrevient à la loi sur la liberté de la presse, par exemple, en provoquant la haine raciale, on peut être soumis à une amende, enfin condamné à une amende, y compris dans les cas les plus graves et dans les cas de récidive à de la peine de prison. C'est rarissime, hein, je rassure tout le monde, et c'est quand même l'exception. Mais il n'y a pas de peine de déplatformisation, ça n'existe pas. Vous pouvez être condamné et pour autant continuer à publier des livres, écrire, etc. Donc, moi, je pense que la déplatformisation, c'est l'idée qu'on supprime ad vitam aeternam un compte, on empêche une personne à jamais de publier sur quelconque plateforme. Ça doit vraiment être le bouton rouge. C'est l'arme nucléaire des plateformes. Et donc, ça doit être utilisé avec beaucoup, infiniment de parcimonie. Ça ne doit pas devenir la règle. En revanche, il puisse y avoir des avertissements, on puisse suspendre pendant des durées à définir, ce qui se passe déjà. Un certain nombre d'auteurs. Après tout, les gens ne sont pas condamnés à rester dans leurs idées. Les gens peuvent évoluer. Hein, donc, ça me paraît plutôt un système qui fonctionne pas si mal, même si, encore une fois, c'est la loi qui doit primer. Je suis assez d'accord avec ce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Rudy. Je rappelle juste que les règles de conduite qui sont par exemple affichées par certains réseaux sociaux comme Facebook sont extrêmement contraignantes, très contraignantes, très au-delà de la loi française par exemple. Seulement évidemment, si on parle un peu sérieusement, ils sont incapables de les appliquer véritablement. C'est ça le problème, c'est une exhibition d'impuissance, mais du moins ils se couvrent en affichant voilà, toute une série de règles d'expression fondées sur la tolérance, on ne peut pas offenser un certain nombre de sensibilités, etc. Bon, je crois aussi que le fait de retirer un compte, de le supprimer, même provisoirement, c'est une arme qui est quand même extrêmement violente d'une certaine façon, même si parfois elle est justifiée. Ok. Elle est violente parce qu'il y a aussi beaucoup de surmodération d'un certain nombre de comptes qui sautent. On a vu notamment sur LinkedIn, pour prendre un réseau qui n'est pas souvent critiqué, c'est un réseau professionnel, mais qui a rencontré de gros problèmes. Pourquoi? Parce que le signalement se fait aussi en essaim et qu'à partir du moment où l'intelligence artificielle qui va faire sauter un compte, elle est sensible à un signalement en essaim, on peut, disons, donner les commandes de la modération à des groupes organisés qui ne sont pas forcément toujours bienveillants. Je pense aux anti-vaccins, par exemple, typiquement, ça c'est tout à fait aussi documenté dans le cas de l'épidémie. Mais, puisqu'on en est à ce point de notre débat, moi je vais demander là mes valeurs personnelles, moi je ne suis pas très favorable à l'idée de censure en général. Ça me gêne un peu. Bon, sauf dans des cas particuliers, voilà, la violence, etc. Je ne vais pas non plus pleurnicher sur des comptes qui sautent et qui font des appels à la haine raciale ou ce genre de trucs. Bon. Mais je pense qu'on a surtout tout un registre d'action plus intelligent, plus modéré, comme par exemple le fait non pas de retirer une information, mais encore une fois de la ralentir, des moyens techniques de ralentir une information, de se poser la question, parce que moi je suis assez d'accord avec vous, il y a quand même une éditorialisation dans ce côté, qui est algorithmique certes, mais mettre une information sur le devant des autres, en tête de gondole du rayonnage, c'est une éditorialisation. Voilà. C'est un classement préférentiel, quoi qu'il en soit. Et je sais bien qu'on ne peut pas faire autrement, puisqu'il y a une infinité d'informations, on ne peut pas toutes les mettre au même niveau, on est obligé de faire un rayonnage.
Alors que ce soit les journalistes qui choisissent dans une salle de rédaction ce rayonnage ou les algorithmes en fonction d'un certain nombre de variables d'engagement, c'est une question démocratique qu'il faut quand même se poser et qui est légitime. Et donc, la question du ralentissement de certaines informations, en effet, sans forcément les faire disparaître, et puis surtout, j'insiste, même si je sais que ce n'est pas une idée très populaire, mais il n'empêche, je pense surtout qu'un des horizons, c'est ce qu'on peut appeler la diversité authentique. C'est-à-dire, il est très important que tous les points de vue puissent exister, sauf ceux qui sont interdits par la loi, dans une démocratie. Je serais très malheureux, je vais peut-être vous étonner, de vivre dans une démocratie où, par exemple, les anti-vaccins n'auraient pas le droit de faire valoir leurs arguments, ou même ceux qui croient que la Terre est plate, ou même les climato-sceptiques. Je trouverais ça très gênant, pour plein de raisons, y compris dans le domaine scientifique. Parce que dans le domaine scientifique, il faut toujours préserver, avec beaucoup d'attention, les voix discordantes, ne serait-ce que parce qu'on ne sait jamais, et parce que même si elles ont tort, ces voix discordantes, elles peuvent faire quand même avancer un certain nombre d'arguments. Simplement, ce que je reproche et aux réseaux sociaux, et je dois le dire même aux médias conventionnels, je vais les mettre dans le plat, c'est de nous offrir une diversité inauthentique. C'est-à-dire de donner la parole à un certain nombre de voix qui sont discordantes, sans tenir compte de la proportion de ce qu'elles représentent véritablement. Par exemple, dans le débat, sur la question du débat du consensus scientifique sur le réchauffement climatique, l'exemple est simple, si vous organisez un débat avec un climato-sceptique et quelqu'un et un climatologue, par exemple, vous n'aurez pas pratiqué une forme d'authenticité, de diversité authentique, puisqu'on sait que plus de 80% des publications scientifiques vont dans le sens de l'existence d'un réchauffement climatique. Donc, rien ne vous empêche en effet de préserver les voix discordantes, mais vous devez, nous devons tous penser les conditions d'une forme de diversité authentique. Dans cette grande urne numérique, quelqu'un qui est indécis doit pouvoir en toute probabilité tomber sur une diversité de points de vue, mais qui soit représentatif de ce qu'il pèse dans l'espace social. Car, je terminerai vraiment aussi là-dessus, il y a autre chose qui est relativement bien documentée. J'ai parlé tout à l'heure des super users, mais il y a aussi le fait qu'un certain nombre de groupes bien organisés, qui sont motivés, sont capables de faire valoir leur point de vue très au-delà de leur représentativité. Donc, il y a une confusion permanente sur ce marché de l'information qui est organisé entre la visibilité des points de vue et de sorte leur représentativité, surtout quand on est indécis sur un sujet qui sont parfois sujets très techniques, sur la Covid, etc. Là, on ne sait pas trop quoi penser. On va être, parce qu'on est des animaux sociaux, que nous voulions ou pas, on va être impressionné par ce qu'on appelle le biais de popularité d'un contenu. Et ça aussi, c'est une donnée assez massive des sciences sociales computationnelles. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit avant qu'on donne la parole à la salle? Merci pour faire plaisir à Agnès et peut-être aussi à Gérald sur le fait qu'on n'est pas des éditeurs, mais que nous faisons quand même de l'éditorialisation, c'est vrai. Et précisément, pour répondre à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire quand même d'encourager les experts, ceux qui sont quand même des porteurs d'un savoir scientifique, à avoir une voix qui porte davantage que celle de ceux qui ont moins de connaissances. Et c'est pour ça qu'on a une page découverte sur l'application TikTok. Aujourd'hui, vous verrez justement le guide pour informer les citoyens sur la manière, où, quand, selon quelle modalité voter, quelle est la date des élections, puisqu'on sait qu'il y a encore 6 adultes sur quel jour se tiendra le premier tour de l'élection présidentielle. Et la semaine dernière, nous avions justement une opération sur les valeurs de la République. On a fait un live avec France Télévisions, c'est France Télévisions qui était l'éditeur du live, mais c'est vrai qu'on l'avait mis en valeur parce que c'était un débat tout à fait passionnant. C'est un peu le débat qu'on a eu aujourd'hui. Jusqu'où aller dans la liberté d'expression, comment concilier différentes libertés, la modération des contenus, la laïcité, la liberté de croyance, etc. Donc voilà, effectivement, les personnes ont un rôle à jouer aussi en donnant la voix à des personnes qui sont des détenteurs d'un vrai savoir. De la même façon qu'on avait interviewé Alain Fischer, qui avait aussi fait un live de plus d'1 heure avec un utilisateur sur le vaccin, d'autres professeurs de médecine. Voilà, donc ces opérations, notre TikTok Academy aussi, qui fait plus de 10 milliards de vues, dès que vous êtes en page découverte, vous pouvez accéder par la TikTok Academy à tous les contenus éducatifs. Donc je suis tout à fait d'accord, ça a été dit même en début de cette séance. La vraie solution, de toute façon, c'est jamais la sanction. Et là, en dernier ressort, c'est toujours l'éducation et effectivement le débat démocratique. Merci. Juste pour rebondir sur ce que disait Gérald Bronner, j'aime beaucoup l'image de tête de gondole, parce que je pense que c'est un peu simpliste, mais le parallèle avec l'alimentation, en fait,
assez pertinent, je trouve, et il est assez utile pour comprendre les besoins de diversité en termes de consommation de l'information et de représentativité aussi des opinions. Et je pense qu'en fait, de la même manière, les solutions de régulation, d'étiquetage, elles sont assez similaires. Donc, il faut vraiment redoubler d'efforts sur l'étiquetage de l'information, la traçabilité, savoir d'où elle vient, qui a interagi avec, sur quelles audiences, est-ce qu'elle est dupliquée par différents groupes sur d'autres plateformes. Voilà, donc ça, à mon sens, c'est là qu'on peut gagner du terrain et que ça sera utile. Et peut-être juste sur la question précédente sur où est-ce qu'on met le vecteur ou quels sont les critères pour prendre ce type de décision sur la déplatformisation. Quelque chose qu'il faut prendre en compte et que les plateformes ont été amenées à prendre en compte au-delà de leur politique et de leurs termes et conditions, c'est la question du contexte, du moment et de l'audience, on en a largement parlé, mais typiquement des décisions autour de la déplatformisation de Donald Trump autour des événements du Capitole, elles n'auraient pas été ce qu'elles ont été s'il n'y avait pas un contexte spécifique et un risque. Donc, c'est vraiment ce qui est super délicat, c'est pour ces plateformes de jauger ce risque de passage à l'acte et d'appel à la violence avec l'audience qui reçoit ce type de message. Et pour terminer sur une note un peu optimiste, on voit bien que, en fait, elles sont en train de rentrer dans une nouvelle ère qui est celle du professionnel. Elles vont être obligées de professionnaliser leur régulation. Et en fait, c'est l'opinion publique, je crois, qui pousse à ça, et parce que si elles ne sortent pas de cette ère un peu justement d'hypocrisie quant à la véritable régulation de leur contenu, et bien de toute façon, elles vont de fait rencontrer une désaffection. Merci beaucoup. Fabrice, est-ce qu'on prend une question du public? On ne peut pas frustrer, je vois que Jean-Philippe lève déjà la main. On aura une après, mais vous disiez. Moi, je vais revenir une seconde sur la question numéro 1 de Gérald, qui est celle de la légitimité. Certes, une plateforme a des conditions générales d'utilisation qui en font un club privé, mais à partir d'un moment, elle devient le support du débat public. Et à partir du moment où une plateforme devient le support du débat public, est-ce qu'il n'y a pas un danger dans une démocratie, quelle que soit la personne qui est déplatformée, de laisser à la plateforme seule l'autorité de ce choix? Et sans avoir de sympathie particulière pour Donald Trump, je fais plutôt partie des gens qui pensent qu'il y a un danger très très fort, en fait, à partir du moment où une plateforme est devenue le support du débat public, de la laisser seule, sans intervention d'un juge judiciaire, bannir, parce qu'à la fin, c'est vraiment ça dont on parle. C'est une mort sociale dont on peut peut-être revenir quand on s'appelle Donald Trump et qu'on est extrêmement riche pour se créer son propre réseau social, mais pour la plupart des gens, c'est une véritable mort sociale. Et est-ce que c'est vraiment normal, de votre point de vue, qu'une plateforme puisse prendre ce choix sans intervention du juge? Et quelle loi doit-elle s'appliquer? On s'est battu quand même en France pour la liberté d'expression, comme Monsieur le Président de l'ARCOM le rappelait tout à l'heure, à la fois la loi de 80 pour la presse et la loi de 2006 sur l'audiovisuel et la CEDH consacrent la liberté d'expression. Est-ce que ce n'est pas une atteinte indue à la liberté d'expression que de déplatformer un individu sans intervention du juge? C'est en effet une bonne question. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre, par exemple vous, Éric Arnaud, sur cette question de savoir si à la fin, ce n'est pas la loi qui doit faire la loi sur les plateformes également. C'est la loi Fixe le cadre, y compris d'ailleurs aujourd'hui grâce à la loi renforçant les principes de la République et au DSA. La loi fixe quand même le cadre de ce que les plateformes sont censées faire en termes de modération des contenus, y compris en ayant des voies de recours, etc. Donc, comme je disais, la décision de résilier un compte, comme ça techniquement, ce n'est pas une décision qui est prise de la légère, c'est vraiment la décision qui arrive en bout de course quand on a épuisé toutes les voies possibles permettant à l'utilisateur de se comporter normalement. Donc après, soit il contrevient la loi parce que c'est un contenu totalement interdit, donc raciste, antisémite, en ligne, insulte, etc.
soit c'est un contenu qui est contraire aux conditions générales d'utilisation de la plateforme. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la pornographie, par exemple, on sait que c'est interdit, le code pénal interdit que les mineurs soient en contact avec la pornographie. Sur TikTok, il y a la pornographie, évidemment, on a des utilisateurs de moins de 18 ans. À partir de 13 ans, on accepte les mineurs, mais on a décidé aussi qu'il n'y aurait pas de nudité. Voilà. Donc, la loi, évidemment, n'interdit pas la nudité, merci. Mais il se trouve que TikTok, parce qu'il y avait des jeunes utilisateurs et puis des réseaux qui lui appartiennent, interdit la nudité. Mais est-ce que, je ne vois pas en quoi la loi devrait vraiment fixer absolument tout ce qui est autorisé ou interdit. Parce que là, du coup, de même que l'enfer est avec bonnes intentions, on pourrait arriver, je pense, à des choses un peu compliquées. Néanmoins, la décision de fermer le compte ne relève pas du juge, en l'occurrence, mais relève de la plateforme. Et c'est peut-être ça, en effet, qui pose un problème. Après, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans, je pense qu'il y avait 2 chaînes de télévision en France. Aujourd'hui, il y a tellement de chaînes de télévision qu'on n'arrive même plus à les dénombrer. Et puis, il y a Internet, il y a les plateformes. Les plateformes, on parle souvent des mêmes, mais il y a quand même des dizaines et des dizaines de plateformes. Il y en a qui naissent, qui meurent, etc. Donc, moi, j'ai quand même confiance dans le fait qu'il y ait un pluralisme, une variété du nombre de plateformes pour que n'importe qui puisse avoir une voix qui porte. Après, il se trouve qu'on se focalise souvent sur des personnes qui, à cause de sérieux problèmes, ont des sérieux moments, enfin, des moments quand même qui sont aussi très inédits, très rares quand même, heureusement, dans l'histoire des démocraties. Vous avez dit le contraire. Vous avez dit le contraire. Vous avez dit TikTok demande à être sur l'espace commun ou d'autres plateformes. Censurer quelqu'un, comme ça, nous, on le barre d'entrée. Je pointe le fait, vous dites qu'il y a du pluralisme avec d'autres plateformes. Vous avez dit vous-même que vous vous demandiez à participer à une plateforme commune ou d'autres. Je parlais des contenus terroristes. Oui, non, mais c'est ça, ouais, des d'accord. contenus terroristes qui sont interdits, en fait. Okay. Et ensuite, le fait que les plateformes ont des règles d'utilisation qui dépendent en fait de ce qu'elles proposent. Ouais, c'est vrai que TikTok, c'est une plateforme plutôt familiale de divertissement. Et donc, ça veut dire que voilà, on a des conditions qui encouragent certains contenus, la musique, le cinéma, etc., de partager des passions, de partager une vocation, plus que de venir faire de la politique. Voilà, donc après, il y a des contenus qui sont interdits par la loi, heureusement, et pour cela, on collabore le plus possible dans cette plateforme. Vous me permettez de faire une remarque à Iris Boyer. En fait, ce que vous avez décrit, je ne veux pas vous désespérer, mais ça existe déjà, et déjà depuis un certain temps. C'est-à-dire le fait que, par exemple, sur certaines fake news économiques, l'agent de régulation des marchés financiers aux États-Unis, avec le FBI, avait réussi à démanteler un réseau de boursicoteurs qui, sur une boucle Telegram, s'entendaient sur des manipulations et ensuite, en fabriquant notamment, par exemple, des faux comptes Twitter de sociétés, en changeant juste une lettre, un truc qu'on ne voyait pas bien, ils rajoutaient un petit tiret, etc. Et ils balançaient une fausse information qui avait vocation avec tout ce qu'on sait du boursicotage automatisé ordinateur, à faire chuter ou monter une action en fonction d'une information qu'on mettait, en jouant sur le fait que la société mettait forcément plusieurs minutes, voire 2 ou 3 heures, à démentir, etc. Et donc, il y avait une boucle Telegram, et ils se mettaient d'accord entre eux là-dessus, ils régulaient, et ensuite, ils balancent sur Twitter, et avec de l'astroturfing, ils font monter la fausse information, ils la font circuler, et ça produit. Donc, le fait que, à mon avis, ça ne s'isole pas. Oui, oui. Et je donne juste l'autre exemple, c'est 4chan. On sait, John Posobiec, qui était à l'origine de Macronix, etc., on sait que 4chan a été un lieu de l'alt-right pour programmer un certain nombre de coups tordus, qu'après, il a lancé sur Facebook, sur Twitter. Donc, en fait, je ne crois pas que le fait qu'on soit exclu de Twitter vous oblige à aller vers 4chan, vous oblige à aller vers Telegram pour faire des coups tordus qu'on ne voit pas. Ils font déjà, pour un certain nombre de cas, des coups tordus sur des trucs qu'on ne voit pas. Simplement, ça les empêche de le faire aussi bien après pour aller revenir sur les autres plateformes, à mon sens.
Pas le droit à ta visite de réponse. Alors, vous ne me désespérez pas du tout, par ailleurs. Mais merci, oui, non, je suis aussi consciente qu'il y a beaucoup d'initiatives, même si je parlais vraiment d'initiatives un peu systémiques qui se focalisent sur de la coopération entre plateformes, sur les manipulations d'informations de manière plus globale et systémique. Par ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le contexte spécifique d'élections. Je pense notamment à l'exercice Election Integrity Partnership de Stanford aux États-Unis autour des élections américaines. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine, mais voilà, je note que ça fait aussi partie d'une proposition du Digital Services Act de pousser les plateformes à coopérer entre elles sur le listing en fait, d'acteurs qui répètent ces offenses, d'acteurs massifs de la désinformation qui répètent ces offenses. Et ce n'est pas anodin, par exemple, qu'on ait vu, à l'été 2020 une transmission des théories QAnon qui était complètement marginale en France et en Europe plus largement, à vitesse grand V, justement, parce que les plateformes n'avaient pas de logique de coopération sur ça et que les unes après les autres, finalement, elles regardaient comment avait été couvert dans la presse leur décision de bannir tel ou tel groupe QAnon. Et là, on a été, ces théories ont joué de cette possibilité de migration interplateforme tant qu'elles n'étaient pas sous la coupe de cette déplatformisation. Merci beaucoup pour vos excellentes interventions. Merci beaucoup d'avoir accepté.